Si pour le ZCL de ce lundi 25 avril, au lendemain des élections présidentielles françaises, on va recevoir dans l'ordre Madame Jennifer Linon, qui est avocate et conseillère régionale. Bonjour. Bonjour à vous. Monsieur Eric Coriolan, qui est le leader de Sentinelle Guadeloupe, très connu sur les réseaux sociaux et sur la vie politique guadeloupéenne. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, Madame Linon. Et on attend Didier Détouche, maître de conférence à l'université, docteur en droit, qui devrait nous rejoindre, puisque nous avons eu avant une petite interview avec Georges Calix, qui est lui aussi politologue, qui nous donne son avis sur ce qui s'est passé. Sinon, on recevra un peu plus tard monsieur Boris Espian, il est responsable des ventes directes des DOM et de l'Amérique dans une start-up qui s'appelle Ringover. Sinon, l'actualité, mais bien sûr, c'est un micro-trottoir sur la réélection du président des Français, M. Macron, Olivier Félix et Michel de Papeete sur place. On fera un point un petit peu tardif, mais enfin, c'est toujours intéressant sur la participation dans les bureaux. C'était samedi, une légère hausse, dit-on, selon le second tour. Pointe-à-Pitre était dans une opération de nettoyage urbain. Avec le maire a lancé l'opération. C'est la deuxième opération après celle qui a eu lieu l'année dernière. Il veut mettre la pointe belle. Et on a vu Harry Durimel lui-même avec Saou, qui était qu'à travailler. On en parlera dans un instant. Cap Excellence, réunion publique sur le relogement. Olivier Moindel était sur place. Et puis on parlera du sport en ville, en toute convivialité. C'était à Saint-Claude avec Vianney Valverde. Voilà un peu le sommaire. Merci d'être avec nous en direct de Guadeloupe, de Martinique, de France. Partout où vous êtes, puisque nous sommes aussi en direct sur le Facebook Live. Et vous pouvez nous suivre et écouter ce qui va être dit. Alors, je vais donner la parole aux dames. Monsieur Coriolan, permettez que je m'adresse d'abord à cette dame. Elle est vice-présidente du conseil régional chargé de la jeunesse. Elle est aussi avocate, mais aussi elle est en marche, ou proche du GUSR en tout cas, proche du GUSR. Alors, première question, Madame Jennifer Linon, votre réaction politiquement au lendemain de cette élection présidentielle française? Eh bien, c'est une réaction qui est très objective, très lucide. Alors, je ne suis pas encartée en marche, mais en effet, je suis GUSR, tout à fait. Nous avions, vous savez, moi, je suis en politique depuis 2014 à peu près, et j'ai toujours pour leitmotiv, en tout cas cette obligation, de dire à la population, quand vous êtes aux responsabilités, peu importe le niveau, de donner votre avis, donner votre état d'esprit de manière très objective. Et en effet, j'ai soutenu M. Emmanuel Macron, en tout cas dans cette élection présidentielle, pour deux choses. Premièrement, parce que j'ai comparé les programmes, ce qu'on nous disait, en tout cas particulièrement pour les Outre-mer, mais aussi parce que vous avez besoin de continuer sur certaines programmations qui sont là. Alors, c'est vrai que quand vous faites ça, choisir, c'est renoncer. Alors, je fais un choix parce que je ne me vois pas véritablement voter à l'extrême droite parce que ce serait renier notre passé, ce serait renier beaucoup de choses. Ce serait aussi pour parler programme, quand on nous parle de la suppression de l'octroi de mer, comment non, mais vous avez soutenu dès le premier tour, il faut tout dire. À fait, bon, mais je l'ai dit. Ensuite, s'agissant de M. Mélenchon que j'apprécie, avec lequel j'ai eu l'occasion d'échanger, mais sur la réalisation du programme en Outre-mer, notamment lorsqu'il nous parle du SMIC à 1 400 €. Il ne faut pas oublier que notre tissu économique, c'est essentiellement des TPE avec une personne des fois salariée, avec des difficultés à payer même le salaire. Donc le pouvoir d'achat, il faut le trouver ailleurs. Et ensuite, parce que j'ai vu le bilan de M. Macron, mais surtout, il y a eu cette visite de la part des entretiens avec les deux présidents au département et à la région sur des engagements. Et vous dire que à partir de cela, vous dites, eh bien voilà, mon choix sera celui-là. Alors quand je fais ce choix-là, attention, moi je suis quelqu'un de très ancré, M. Dandronis, vous me connaissez, cela ne veut pas dire que je n'entends pas la colère de ma population. Cela ne veut pas dire que je n'entends pas le mécontentement. Et aujourd'hui, vous avez un vote au lendemain du deuxième tour, qui est un vote représailles. Et j'ai apprécié en tout cas les analyses de M. Calix et de M. Détouche hier encore. Ce sont des votes représailles en disant, attention, il y a un bilan, ok, mais le bilan est-il suffisamment... Y a-t-il une communication institutionnelle? Lorsque vous nous dites, par exemple, pour la région Guadeloupe, oui, eh bien, nous allons mettre en place une politique en faveur de l'eau. Oui, mais attendez, lorsque vous mettez des millions pour l'eau en Guadeloupe,
c'est pas un cadeau que vous faites à la Guadeloupe. La Guadeloupe est aussi une richesse de l'État. C'est parce que la Guadeloupe et les départements d'outre-mer sont là que l'État est aussi fort. Et vous dire que c'est un vote contestataire, ça veut dire qu'il n'y a pas d'adhésion forcément au programme de M. Mélenchon, ni au programme de Mme Marine Le Pen, mais c'est contestataire. Ni même à celui de M. Macron non plus. Oui, mais, tout à fait. Mais ce n'est pas, attention, ce n'est pas intrinsèque à la Guadeloupe. L'ensemble des départements d'outre-mer, en tout cas les Drômes, ont voté comme ça, à l'exception de certains, parce qu'il y a un rapport qui est différent. Nouvelle-Calédonie, Polynésie, tout à fait. qui sont autonomes. Parce que, voilà, eh bien, vous avez répondu vous-même à la question, parce qu'il y a un rapport différent avec l'État. Et voilà ce à quoi nous devons arriver. Réaction de monsieur... avant, je salue l'arrivée de Didier Détouche, merci d'être là. Et je demande à Éric Coriolan sa réaction au vu des résultats d'hier. Alors, j'ai entendu toutes les analyses, c'est un vote sanction, certes, mais contrairement à ce que pourrait dire Mme Linon, c'est à la fois un vote sanction de M. Macron. Vous avez vu le bilan de M. Macron, mais les Guadeloupéens l'ont aussi très très bien vu et bien apprécié et jugé. Et donc, les Guadeloupéens ont jugé ce bilan-là par rapport à la crise sanitaire essentiellement. Ça a été un vote contre la gestion de la crise sanitaire de M. Macron et un comportement même présidentiel qu'il a depuis plusieurs années que les Guadeloupéens ne supportent pas. Et à la fois aussi, c'est un vote sanction de la classe politique guadeloupéenne dirigeante, en tout cas celle qui est au pouvoir, qui majoritairement est autour de la Macronie, le GUSR notamment, et qui n'ont pas su, en tout cas, ni transformer, ni expliquer la politique de M. Macron ici, ni se retrouver au chevet des gens qui ont été suspendus et des différentes mesures liberticides et toutes les mesures policières extrêmes de la Macronie pendant ces 2 années qu'on a subies, là. Et donc les Guadeloupéens voient bien qu'ils ont été abandonnés par cette classe politique. Donc c'est un message à la fois pour M. Macron sur cette espèce de nouveau libéralisme débridé, mais aussi à la classe politique guadeloupéenne que les Guadeloupéens n'ont jamais trouvé à leur côté pendant ces 2 années où ils ont exprimé quelque chose de profond. On ne va pas me dire que 92 000 Guadeloupéens sont subitement devenus fachos. Et quand je vois certains commentaires, certaines réactions, non. Il faut respecter. Est-ce qu'on peut respecter un moment les Guadeloupéens? Est-ce qu'on peut comprendre que des gens puissent être en âme et conscience responsables de leur choix de sanctions? Il y a un vote sanction très fortement dans ce vote Marine Le Pen. Alors, par rapport à l'histoire de la Guadeloupe, effectivement, il y a un certain nombre de choses qu'il faut qu'on a toujours rejeté le vote entre guillemets extrême, et M. Détouche disait quelque chose de très juste, j'ai observé avant-hier. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut qualifier les extrêmes historiques d'extrêmes? Aujourd'hui, il y a un Front National qui est en train de devenir la nouvelle droite, et on a ce qu'on a qualifié d'extrême gauche, M. Mélenchon, qui est en train de devenir la nouvelle gauche. Enfin bon, nouvelle gauche. Mais M. Macron a tout, effectivement, consommé dans le milieu, ce qui veut dire que... Je ne suis pas sûr aujourd'hui, alors il faut toujours garder des garde-fous, mais ce que les Guadeloupéens retiennent et pourquoi ils ont réagi comme ça, alors il y a toute l'histoire qu'on connaît, moi, pour mon n'a pas mon qu'à prendre moins qu'à saillir le Front National, hein, l'affaire faisant tel bon gabat, un pont lacrymogène, mais concrètement, là, depuis 2 ans, qui moun qui bat mon coup, qui moun qui blessé mon, qui moun qui concrètement fait des actes de répression. Les Guadeloupéens regardent ça et ils se disent, bon, t'as là... En vrai, ça y fait moins. T'as là, Zoka dit moins, ça y est fait. Faut aller lire dans les livres d'histoire. C'est concrètement, c'est basique, c'est comme ça qu'ils ont réagi. Mais malheureusement, on n'a pas une classe politique qui a su faire preuve de pédagogie. Mais ça depuis très longtemps. Hein. Ça n'est pas de vous depuis votre entrée en politique. C'est depuis très longtemps, la classe politique se contente de décliner les décisions qui sont prises par les leaders nationaux sans jamais être à l'écoute de son peuple. La Guadeloupe a une façon de ressentir son pays, une façon de ressentir la politique qui malheureusement n'a pas l'attention, n'a pas l'oreille de la classe politique qui se contente d'être dans l'électoralisme. Et c'est ce qu'il faut qu'on arrête. Quitte à nous commencer à faire politique avant grand P pour faire de la pédagogie, inviter des gens comme Détouche, comme M. Chico, plus souvent dans les partis politiques, quels que soient les bords politiques, pour qu'ils expliquent ce que c'est que les idéologies, comment la Guadeloupe doit être positionnée. On fait de la politique en Guadeloupe comme si on avait fait notre révolution. La Guadeloupe n'a pas fait sa révolution. La France fait taille en 1789 et je donne un bande de monde qui a continué de faire de l'électoralisme. Ça suivre celui qui est fort en France pour gagner des mandats ici. Non, il faut qu'un moment en Guadeloupe, nous décider, ciser et faire politique avec un grand P
Et là, nous commençons à voir nos cahiers. Alors, Didier Létouche, merci encore d'être là. Globalement, tout le monde dit que le vote pour Marine Le Pen en Guadeloupe et dans les autres, ce qu'ils appellent les autres colonies, Guadeloupe, Martinique, Guyane, etc., c'est pas un vote d'adhésion, mais c'est un vote de quoi? Bon, alors on peut être au marché des appellations, des qualificatifs et choisir selon ses propres convictions d'abord, selon son positionnement politique, selon aussi les différentes idées que l'on défend. Bon, passé cela, c'est vrai qu'il y a des fondamentaux de point de vue électoral, de point de vue de la sociologie électorale. Qu'est-ce qu'un vote d'adhésion? Un vote d'adhésion, c'est quand vous votez pour le programme, pour les idées, et qu'en plus cela s'accompagne quelquefois, pas tout le temps, d'une forme de militantisme ou d'activisme concernant les valeurs, les idées et les propositions qui sont faites par tel ou tel candidat. On doit aussi ajouter à ça une dimension chronologique. Le vote d'adhésion, généralement, se structure dans le temps. Soit on vote parce que les parents votaient de telle ou telle façon, soit on vote parce qu'on est militant dans tel groupement politique, soit on vote en adhésion parce qu'on partage ces valeurs-là, on partage ce courant-là. En ce moment, la difficulté de dire est-ce qu'il s'agit de vote d'adhésion ou pas, mais je vais vous répondre, ne vous inquiétez pas, mais elle est liée au fait que ce soit dans les Outre-mer ou que ce soit dans l'Hexagone, le paysage politique, l'échiquier politique et le personnel politique sont en mutation. Depuis la victoire d'Emmanuel Macron en 2017, nous n'avons plus tout à fait les mêmes acteurs sur la scène politique. Il y a beaucoup plus de membres de la société civile, mais surtout, il y a derrière beaucoup plus d'électeurs qui se caractérisent par une volatilité du vote et qui votent selon la personnalité, les idées, le buzz ou les convictions du moment, qui sont plus ou moins anciennes, mais qui peuvent être elles aussi très volatiles et très spontanées, parce que nous sommes dans une société du zapping et du buzz permanent. Il en résulte que la question même du vote d'adhésion ou pas est très compliquée en réalité parce que ça ne correspond plus forcément à la réalité de l'électorat, en tout cas de son comportement aujourd'hui. Mais en Guadeloupe, ce n'est pas un vote d'adhésion, bien évidemment. C'est un vote qui n'est même pas, de mon point de vue, contestataire. C'est un vote qui est extrêmement circonstanciel et lié à un contexte qui a été extrêmement difficile pour les Guadeloupéens et qui sont rentrés dans une dynamique, mais aussi dans les Outre-mer, mais peut-être de façon un peu plus atténuée, dans une dynamique de ce que j'appelle un vote représailles. C'est-à-dire que Macron a été considéré comme un ennemi à abattre. Et au-delà de toutes les idées qui sont défendues, alors bien évidemment, il y en a quelques-unes qui ont plu aux Guadeloupéens, on pourra y revenir. Mais globalement, quand on passe de la nouvelle gauche, comme vous dites, mais qui a des idéologies, un background qui vient de l'extrême gauche, Mélenchon donc, à Marine Le Pen, Rassemblement national, souverainiste, national, socialiste, en réalité c'est ça son idéologie, nationaliste. Et membres tous les deux du vote populaire qui s'affrontent au vote élitaire, eh bien on a bien évidemment un vote qui n'est pas d'adhésion. On a un vote qui est un vote qui dit quelque chose, qui porte un message composé de colère, de souffrance, de rancœur, d'amertume, d'autant plus qu'il y a 5 ans, eh bien, l'électorat guadeloupéen avait plébiscité Emmanuel Macron. Donc il y a une dimension de trahison qui est considérable dans ce vote. Et c'est vrai que je vais ajouter un dernier élément. Au-delà de tout cela, que nous avons tous constaté, bien évidemment, il ne faut pas oublier non plus que le Guadeloupéen reste français et qu'il se comporte comme un électeur français qui regarde les mêmes médias, qui regarde les mêmes, sous les réseaux sociaux, qui est confronté aux mêmes outils de propagande électorale sur les réseaux sociaux, et qui donc vote comme une bonne partie des Français qui votent Marine Le Pen. La France des périphéries, plus on s'éloigne des milieux urbains et plus on constate qu'effectivement Marine Le Pen domine dans les campagnes et donc dans les Outre-mer. En général, les Guadeloupéens votaient de façon assez légitimiste régulièrement. Comme les Français. Oui. Mais à partir du moment où vous avez eu une montée du Rassemblement national de point de vue électoral, que vous avez eu un changement de son discours, que vous avez eu une dédiabolisation visant à montrer que Marine Le Pen est devenue
est devenue voilà, presque républicaine et différente Oui. de quelqu'un, par exemple, comme Zemmour, qui maintenant occupe l'extrême droite à droite, et surtout que vous avez eu l'intégration d'originaires de la Guadeloupe dans le corpus, dans le staff politique, et que vous avez eu une Marine Le Pen qui, à la tête du Rassemblement national, permet à la seule originaire d'Outre-mer d'être, enfin, à part Younous Soumergé, la seule originaire de Guadeloupe, d'être députée européenne. L'électeur guadeloupéen, il regarde tout ça. Oui. Et il comprend qu'il y a quelque chose à laquelle il peut adhérer, et il oublie tout ce qui est culturel, tout ce qui est mémoire, et effectivement, tout ce qui a constitué quand même notre identité. Mais alors, Jennifer Lindon, est-ce que les élus guadeloupéens du GUSC, ou d'une manière générale, qui étaient en marche, entre guillemets, ne sont pas en train de craindre des représailles de Macron? Parce que, en fait... Représailles de Macron? Oui, je dis ça, j'explique. C'est-à-dire qu'il vous a donné... Monsieur Losbar est allé, avant les élections, rencontrer Macron à Paris. Il a discuté et à son retour, on a vu un certain nombre d'élus, dont vous-même et d'autres, qui ont décidé de soutenir Macron, pensant que, bon, Macron, c'est le bon choix. Mais le résultat, Macron, quand il regarde les élections en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane, il se dit, mais mes élus n'ont pas joué le rôle. Est-ce que, quand je dis représailles, c'est-à-dire, est-ce qu'il est prêt à vous accueillir toujours, bras ouverts dans son camp? Écoutez, et est-ce que vous avez envie d'y aller aussi? Le GUSR, ou en tout cas la population guadeloupéenne, n'a à craindre de représailles de quiconque. Ah, mais je sais pas, nous sommes quand même dans un pays où il y a des libertés, où nous sommes dans une démocratie. Oui. Nous avons choisir, c'est renoncer. Et c'est, comme l'a dit M. Détouche, expliquer dans pareilles circonstances, ce n'est pas aisé. Et je retiens une chose, c'est que le vote représailles, c'est une belle expression. Parce que ça a été un vote qui n'a pas été un vote sur une analyse d'un quinquennat, mais surtout, eh bien, ce qui s'est passé il y a quelques mois. Et c'est pour ça que je vous dis... Pas seulement. Mais particulièrement, ça a été renforcé, M. Zandronis, que les choses soient dites. Il n'y a pas que Jennifer Lindon qui le dit, c'est une chose qui est acquise et objective. Vous avez véritablement, et je l'ai dit, M. Emmanuel Macron, ancien candidat et président désormais de tous les Français, vous avez entendu tout de même sa déclaration, où il dit véritablement, avec humilité et presque émotion, moi, j'ai vu un président presque ému aux larmes qui vous dit, eh bien, je suis quand même obligé. Monsieur Zandronis, quand vous avez une population qui vous dit véritablement que la communication institutionnelle, en fait, n'a pas été au rendez-vous, parce qu'il faut le dire, Emmanuel Macron, c'est quand même un bilan. Il a fait des choses, il n'a pas fait suffisamment peut-être, mais il a quand même fait des choses. Quand on parle de Sargas, du CHU ou d'autres choses, d'accord? Non, c'est lui qui a mis en œuvre l'engagement de Xavier Bertrand, en effet. Mais sauf que c'est lui qui a accéléré les choses et la première pierre se fait sous lui. Cet objectif-là aussi, c'est acquis. Néanmoins, attention, quand vous dites aujourd'hui des représailles, la population ne peut pas craindre de représailles. C'est une déception qui ne peut être qu'objective. Maintenant, il faut aller de l'avant et dire que la Guadeloupe, la Martinique et les autres départements qui ont manifesté leur colère, il faut travailler autrement. Voilà ce qu'il faut dire aujourd'hui. Et nous, élus, M. Zandronis, nous avons cette responsabilité d'écouter notre peuple, mais aussi de construire. Il ne suffit pas. Nous devons être aussi à côté, c'est vrai, mais nous devons aussi travailler, maintenir la co-construction que nous avons mise en place. Alors, il y a deux choses. Juste avant de donner la parole à M. Coriolan, il y a deux choses. Le bilan de M. Macron, c'est une chose, mais le bilan des élus aussi, c'est une deuxième chose. Alors, est-ce que ces deux bilans-là sont positifs pour le peuple guadeloupéen? Le bilan des élus locaux, vous voulez dire? Oui, des élus de la Guadeloupe, oui. Mais, M. Zandronis, là-dessus, vous avez des élections qui sont différentes, qui ne sont pas au même temps. Non, mais je rappelle qu'au régional, il y a eu seulement 34% de gens qui ont voté au régional. 34%. Oui, mais attention, il ne faut pas analyser des chiffres par rapport à nous-mêmes. La Guadeloupe, c'est quand même un département français. Et en tout cas, je retiens une chose, c'est que le président Richalus, avec lequel je travaille, a été un président qui a été très bien élu par rapport à l'échelle. Le meilleur élu. Alors oui, analysons les choses, il n'y a pas de difficulté. Par contre, le président avec lequel je travaille, c'est un président qui est ancré dans son territoire. Et c'est quand même, au-delà de la défiance nationale, eh ben, c'est un président qui a quand même été bien élu. Alors, gardez-vous, en tout cas, de dire que nous ne serions pas en phase avec la population. Être élu, c'est quelque chose de particulier. Faire de la politique, c'est aussi difficile.
Jennifer, juste un mot, je donne la parole à monsieur. Élection régionale, 34%. Élection départementale, on a dû refaire un certain nombre d'élections parce que le peuple n'avait pas suivi, les électeurs n'ont pas suivi. Et qu'on a vu tous les sondages qui se sont succédés il y a quelques années, voir la défiance qu'il y a vis-à-vis de la population, il y a quand même eu un problème. Il y a un problème. Vous dites qu'ils ont dû refaire les élections parce que le peuple n'avait pas suivi. Il ne s'agissait pas. Pour moi, il s'agissait d'erreurs qu'il y avait sur des PV et qui ont renvoyé aux urnes. Pas seulement. Mais attendez, la population, globalement, depuis quelques années, alors il y a plus de gens qui votent pour les présidentielles françaises. Pour les élections. Non, mais il ne faut pas dire n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Quand on est sur les élections à Marie-Galante, à Petit-Bourg, ou aux abîmes, il s'agissait véritablement. Pourquoi le peuple est revenu aux urnes? Parce qu'il y avait une certaine illégalité sur la rédaction des PV. Est-ce que je me trompe sur cela? Sous le vote, sous la qualité du vote, premièrement. Mais c'est la qualité du vote partout, M. Sandronis. Mais il y a une baisse, il faut regarder les chiffres sur 10 ans. Il n'est pas intrinsèque à la Guadeloupe. Non, mais je parle que de la Guadeloupe. Et aujourd'hui, nous, Guadeloupéens, nous devons travailler, les élus, comme partout ailleurs. Mais il faut aussi analyser de manière plus globale les choses. Ce qui ne veut pas dire que j'enlève une responsabilité à quiconque. D'accord. Éric. Oui, non, mais quand j'entends Madame Linon s'exprimer, c'est pas personnellement contre vous, c'est l'ensemble. C'est ça, justement. On a vraiment l'impression qu'on est dans un déni total. C'est-à-dire, on a l'impression que vous n'êtes pas consciente de ce qui vient de se passer. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous parliez d'Harry Chalus qui a été brillamment réélu, Marine Le Pen fait plus de voix qu'Harry Chalus au régional. Donc, comment le terme qu'a employé, les représailles, sont clairement là pour les élus guadeloupéens. Il faut se remettre en cause. Vous dites aujourd'hui, il va falloir qu'on sache écouter notre population. Mais vous avez eu l'occasion pendant 2 ans d'écouter votre population. Moi, Sentinelle, nous faisons partie du collectif des organisations en lutte, où les élus ont quitté la table de négociation, n'ont pas voulu écouter même les points qui concernaient leur domaine de compétences. Qui va croire aujourd'hui que vous êtes prêts, maintenant que Macron est réélu, que vous allez, dans les actes, écouter les Guadeloupéens? Ce que reprochent concrètement les Guadeloupéens, par rapport à ce que j'entends, je ne suis pas, moi, le représentant, n'étant pas élu de l'ensemble de la Guadeloupe, mais on voit ce qui circule, on entend la colère des gens. Ce que reprochent les Guadeloupéens à sa classe politique, toute classe politique confondue, y compris les parlementaires, les représentants des collectivités majeures, c'est de n'avoir pas su les écouter, de n'avoir pas été à leur côté. Et pourquoi ça se passe mieux en Guyane? C'est pas parce que c'était plus facile pour lui, parce qu'il est dans la même situation que la Guadeloupe, un État post-colonial avec la France, où c'est très difficile par rapport au système en place de négocier avec le système politique qui est en place. Sauf qu'on a eu M. Serville qui a su être en écho, en symbiose avec sa population. Et résultat, ça a été beaucoup plus difficile de brimer la population guyanaise de la part de cet État en marche, mais en fait qui roule et qui marche sur tout le monde. Et il faut en prendre conscience. En Guadeloupe, c'est ce que les gens n'ont pas compris, cette façon de faire de la politique. Ce nouveau modèle que développe M. Macron n'est pas fait pour la Guadeloupe, n'est pas compris par les Guadeloupéens. Et ça fait partie des choses que les gens ont exprimé par ce vote de rejet de M. Macron, qui s'est exprimé par un vote entre guillemets pro-Le Pen, mais moi je persiste à dire, même si effectivement il y a certains, on ne va pas se voiler la face, dans le programme de Marine Le Pen, il y a un certain nombre de points qui attirent l'adhésion des Guadeloupéens. Pourquoi? Parce que les politiques publiques au niveau local ne sont pas convenablement correctement menées. Quand est-ce que les collectivités qui sont en place se sont assis, par exemple, un sujet qui est cher à Marine Le Pen, pour discuter avec nos amis de la Caraïbe de comment on allait gérer l'immigration? Alors, on dit oui, c'est de la compétence de l'État. On peut s'asseoir. Je dis, lorsqu'il y a une volonté, il y a un chemin. On peut contraindre le gouvernement, lorsqu'on a sa population avec soi, de s'asseoir pour discuter des points essentiels, et ce n'est pas des touches qui vont me contredire. Et, en termes de... La politique est toujours un rapport de force. Si la classe politique au pouvoir se détache de sa population, elle est beaucoup moins forte pour discuter avec cet État et ce gouvernement français qui est en marche et qui piétine tout sur son passage, y compris en France. Et concernant la France, tout ce qu'on a pu voir sur les réseaux qu'on a entendus ici et là, les Français ont vu aussi comment ce gouvernement s'est comporté avec les Gilets jaunes. Ce n'étaient pas des terroristes, les Gilets jaunes. Ce sont des gens qui
qui exprimaient une extrême pauvreté et qui l'ont exprimé dans les rues. Et on a vu comment ils ont été éborgnés, matraqués, gazés, comme les Guadeloupéens ont subi ici, parce que juste, ils demandaient de faire réintégrer des soignants, d'appliquer une nouvelle politique dans un pays où factuellement les gens refusent de se vacciner. Nous pas qu'à marier 80% de monde pour vacciner quand même. Il faut adapter la politique. À quel moment, quand vous parlez de savoir écouter son peuple, à quel moment cette classe politique macroniste majoritairement s'est assise pour entendre et demander qu'est-ce qu'on peut faire avec les pouvoirs que nous avons? C'est ça. Mais juste, Monsieur Zamboni, si vous me permettez, nous sommes assez d'accord. Peut-être, nous sommes assez d'accord sur le constat. Alors, quittez en marche. Attention. Par contre, quand vous dites les choses fonctionnent mieux en Guyane, moi, je rappelle qu'en Guyane, Marine Le Pen est en tête. Vous dites ça va beaucoup mieux en Guyane, les rapports vont beaucoup mieux. Sauf qu'en Guyane, Marine Le Pen arrive avec 60%. Et Emmanuel Macron, 39%. Oui. Ça veut dire que, donc vous me rejoignez, donc ne dites pas aujourd'hui que ça va beaucoup mieux en Guyane. C'est partout, eh bien, le même sentiment. Et nous devons ensemble, Monsieur Coriolan, il faut travailler ensemble. Oui. D'accord? Il ne faut pas se dire les choses vont mieux en Guyane alors que les chiffres disent le contraire. Alors, j'ai une félicité, juste une précision. Il y a 2 mois, en Guyane, l'ensemble des élus s'est prononcé pour une amélioration du statut. On va y revenir tout à l'heure. Ça, c'est une autre chose, M. Zamboni. Oui, mais c'est important. C'est important. Ce qu'on n'arrive pas à faire ici. Je vous rejoins. Oui. C'est important, mais il ne faut pas faire quand même l'amalgame en disant qu'on n'arrive pas à travailler, que la Guyane, c'est mieux. La Guyane, c'est la même chose. Non, mais juste une chose. Vous estimez que ça va mal par rapport au vote Le Pen. Le vote Le Pen, pour moi, n'est pas le seul indicateur que ça va mal. Le vote Le Pen n'est pas le seul indicateur que ça va mal. L'indicateur que ça va mal, c'est les milliers de personnes qui sont dans la rue tous les samedis, ici en Guadeloupe. En Guyane, les choses se sont calmées. C'est la crise sociale et sanitaire qui perdure ici. C'est la pression que met les ARS, et notamment en Guyane, sur la population guyanaise, qu'ils ont mis jusqu'à aujourd'hui. Il a fallu que Mme Denuc s'en aille pour qu'on ait un répit. C'est ça que je vous dis. Et moi, je ne m'appuie pas sur le vote Le Pen. Donc, en Guyane, ça va mieux. Parce qu'il y a un homme politique en Guyane qui est en adéquation avec sa population. Et ce qu'il paye aujourd'hui dans ce vote Le Pen, cette sanction, c'est la sanction directe de Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, les choses sont beaucoup plus apaisées parce qu'il y a un processus, effectivement, qui est enclenché pour un mode de gestion du territoire guyanais qui est différent. Alors, justement, je voulais revenir avoir le point de vue de Didier Détouche sur cette fracture dont on a l'impression entre la classe politique et l'électorat. Je ne dis même pas avec le peuple guadeloupéen, je dis avec l'électorat d'abord. Puisque quand on a vu tous les sondages Calista il y a quelques années, on a bien vu que la défiance augmentait. Et ça s'est manifesté dans l'isoloir, au régional, au cantonal, et là encore. Alors, est-ce que cette fracture, de votre point de vue, M. Détouche, elle va se calmer, ou bien, comme dit Madame Linon, la classe politique va enfin se mettre au travail? Je n'ai pas dit ça. Et va écouter son peuple. Il y a 2 questions. Oui, il y a 2 questions. À la première, la deuxième n'est pas forcément de ma compétence. Tant il est vrai que, comme mon ami Pierre-Yves, je ne lis pas dans le mar de café. Par contre, nous sommes dans une situation démocratique qui, pour la République française et donc pour les territoires périphériques, est très problématique. Nous atteignons progressivement un point de rupture démocratique pour au moins 3 raisons. La première, c'est que aujourd'hui, le pouvoir pour les citoyens, il n'est pas forcément dans les institutions. Voilà. Il est dans les actions que l'on peut mener au quotidien pour défendre telle ou telle cause. Et donc, c'est un phénomène assez intéressant parce qu'il permet une transversalité, une convergence des opinions divergentes. Tout à l'heure, Mme Linon vient de dire, ce qui est très appréciable d'ailleurs, à M. Coriolan, non, mais il faut qu'on y aille ensemble, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on regarde aussi les intérêts de nos territoires. Quel spectateur ne va pas vous dire, téléspectateur ne va pas vous dire, eh bien, en nous. Et ça, c'est dans, si vous voulez, le dynamisme que prend aujourd'hui sur le terrain socio-économique, mais aussi politique, la société civile. Alors, certains essaient de passer par la porte électorale pour avoir accès au levier de pouvoir, parce que la politique, telle qu'elle est pratiquée en France, demeure le lieu de l'exercice d'un pouvoir, qui actuellement est extrêmement vertical. Donc, on va vers l'horizontalité. Deuxième élément, c'est qu'on est à saturation de fonctionnement
qui est en France un régime parlementaire qui est souvent dévoyé par des pratiques présidentialistes qui donnent une coloration monarchiste à l'ensemble. Quand vous êtes dans le système français avec des élections qui sont majoritairement au scrutin majoritaire, eh bien, ça ne vous permet pas de faire vivre le pluralisme politique. Voilà. Mais le pluralisme politique, c'est aussi ce qui a donné la 4e République. C'est-à-dire qu'il faut une certaine dose de discipline comme en Allemagne pour avoir des coalitions politiques, des gens qui se mettent ensemble une fois que leurs idées ont été validées avec plus ou moins de succès. La France n'a pas cette pratique politique. Elle a une pratique politique qui est extrêmement jacobine et directoriale. Bon. Troisième élément, dernier élément, il faut bien sûr continuer à observer les différences qu'il y a et qui existent depuis longtemps, depuis au moins la 3e République, entre la vie politique locale et la vie politique nationale. Déjà, nous n'avons pas le même type de représentation politique. Nous avons des pactes de travail ou de confiance entre la région et le département, entre les élus majoritaires en Guadeloupe et la majorité présidentielle en France. Mais il y a une volonté de fonctionner de plus en plus avec des réalités, ça date déjà depuis même cette Bichot-Chevry avec Objectif Guadeloupe, de fonctionner avec des propositions qui soient en adéquation avec la réalité quotidienne. Et la question, là je vous rejoins peut-être dans la deuxième question, c'est comment est-ce que pour éviter que le citoyen s'enfonce de plus en plus dans l'abstention, on le ramène dans le jeu démocratique en Guadeloupe? Est-ce que c'est en faisant des propositions qui finalement le mettent en action, lui, le citoyen, dans la vie locale et visent directement ses intérêts, donc il faut être dans la prospective, la construction, ou est-ce qu'on continue à gérer avec des règles établies par et pour la France hexagonale, avec des règles qui bien souvent sont assez contraignantes, notamment au niveau fiscal et douanier, et qui finalement nous met dans de la gestion perpétuelle sans qu'on puisse vraiment avoir prise sur les éléments. J'attire l'attention, je finis par là, sur un élément extrêmement important. La crise sociale que nous avons vécue, certes, beaucoup de citoyens ont été complètement consternés de voir que syndicats et politiques étaient incapables de se mettre d'accord, mais passaient leur temps à s'invectiver et à régler des comptes. Et au final, la question quand même qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on n'a pas perdu un grand moment historique où les Guadeloupéens, acteurs politiques et de la vie sociale, pouvaient se mettre d'accord sur un certain nombre de choses? Et est-ce que cet élément-là n'a pas amené finalement beaucoup d'électeurs à dire on ne pourra jamais avec eux, on va aller directement vers les radicalités politiques? On prend la pause et on se retrouve tout de suite après, puisque le débat peut continuer jusqu'à 30. Il est 13h02. On se retrouve dans un instant avec vous, trois, peut-être moins avec Yolande qui doit nous quitter, mais on a une interview de M. Calix qu'on va écouter dans un instant, tout de suite. Voilà, il est exactement 13h déjà et 8 minutes. Nous sommes toujours avec Jennifer Linon et avec Didier Détouche. On va avoir tout à l'heure Georges Calix. Mais avant, on va revenir quand même à la population, les Guadeloupéens, la réaction après l'élection de Macron. Micro-trottoir tout de suite avec Olivier Félix et Michel Depape. On regarde. Eh bien, tant mieux pour lui. Mais non, je m'en fiche. Je n'ai pas voté cette année, donc voilà. Pas grand-chose à dire à ce niveau-là, en fait, parce que bon, c'est vrai que quand on regarde la tendance au niveau de la Guadeloupe, j'avoue que c'était la douche froide quand même, parce que tout le monde s'attendait qu'il y aurait eu un basculement par rapport à tout ça. Mais bon, malheureusement, il a été réélu en tant que président de la France. Donc voilà, c'est le choix du peuple. C'était prévisible. C'était prévisible. D'accord. En tout cas, chez nous, ça a été un vote sanction, mais sinon, mis à part ça... Bah écoutez, moi je suis un peu déçu, mais bon, c'est comme ça. C'était déjà prévu, hein, c'est-à-dire qu'il avait tellement d'assurance, alors on savait qu'il allait être élu. Hein. Le mal est fait, hein. Évidemment. On verra bien. Hein. Plus personne ne fait confiance à ce monsieur. Il est vrai, on n'avait pas le choix. C'était Marine Le Pen, pour rien. Malheureusement, c'est fait. C'était pas mon choix, mais bon. Déjà, c'était pas mon candidat, d'ailleurs. Et au niveau des Antilles, on a peu vu ce monsieur. Ni ravi, ni déçu. Moi, je continue ma vie, ça change pas grand-chose. Ça n'a pas trop d'impact, pour le moment en tout cas.
Après ce qu'on a subi, non, il n'y a pas trop d'impact pour le moment. Donc on verra, on gérera. Au niveau de la tendance en Guadeloupe, même dans les DOM, la quasi-totalité des DOM, Marine Le Pen est passée quand même en tête. Donc normalement, ça aurait été que les Antilles, elle serait élue en tant que présidente de la France. Mais bon. C'est bien. Pour elle, mais la politique, j'y suis pas spécialement attachée. Donc, puis pour moi, ils sont tous plus ou moins pareils. Donc voilà. Je pense que les gens voulaient changer, quoi. Et surtout ici, l'obligation vaccinale a été très très mal prise. Et voilà, je pense que c'est un peu pour ça. C'est dommage par rapport à ici et là-bas, mais on ne peut rien faire. Nous on a voté pour peut-être Le Pen, pour Mélenchon, mais les Français ils sont un peu plus, comment ça s'appelle? Plus hypocrites. Ils sont plus hypocrites que nous. Vous comprenez? Là, ils peuvent faire ci, ils peuvent faire alors. Les gens n'ont pas pu faire autrement. Avec tout ce que Macron a fait, on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. C'est le vote sanction. C'est le vote sanction, tout à fait. J'aurais voulu que ça change. Entre les deux, mon cœur balance. C'était compliqué de voter cette fois. Il a quand même négligé la Guadeloupe, ça c'est sûr. Donc je comprends que tout le monde ait voté M. Mélenchon au premier tour, mais au deuxième tour, voter Le Pen, non. Ça passe pas. Voilà. Bien, alors, on va passer à la suite parce que, il y a les élections présidentielles et puis après les élections législatives. Et donc, la question se pose, est-ce que, au vu de ce qu'il y a, nous ne sommes pas des devins, ne faisons pas de la politique fiction, mais est-ce que Macron va réussir à avoir une assemblée à sa portée, au vu de ce qui se passe entre Mélenchon, qui dit Premier ministre déjà, et Madame Le Pen, qui veut répondre? Didier d'abord, ensuite Madame. Oui, je vais être très rapide parce que c'est des questions quand même éminemment politiques, voire un peu plus politiciennes, mais c'est vrai que d'aucuns parlent de troisième tour. Une élection présidentielle, ça a deux tours. C'est deux tours, il n'y a pas trois tours. Il y a des gagnants, il y a des perdants. Oui. Maintenant, il y a les élections législatives, 2 mois après. Les élections législatives sont les élections qui sont les plus importantes, même si l'élection présidentielle est celle qui élit le personnage le plus important et le plus puissant, à bien des égards, même des démocraties occidentales, mais les élections législatives permettent au régime parlementaire français de fonctionner. Or, depuis quelques années, on a instauré un quinquennat qui permet d'agréger une majorité présidentielle, une majorité parlementaire à la majorité présidentielle avec, entre guillemets, avec le président et son gouvernement qu'il choisit. Ça veut dire que vous avez une équipe qui est en mesure de fonctionner. L'initiative législative revient presque à 60% plus au gouvernement. Oui. Les députés peuvent faire des propositions de loi, donc ils ont le pouvoir législatif en réalité, qu'ils partagent. Quand vous n'avez pas de majorité au Parlement, vous êtes dans un régime de cohabitation parce que la Constitution vous oblige quelque part, on appelle ça le fait majoritaire, vous oblige à prendre un Premier ministre qui soit représentatif de la majorité parlementaire. C'est pour ça que c'est toujours un régime parlementaire. Oui, bien sûr. Et quand vous êtes dans cette situation-là, vous êtes président de la République où vous avez différents leviers de ce qu'on appelle les pouvoirs propres, les pouvoirs régaliens, mais la capacité aussi éventuellement d'aller sur des ordonnances, de ne pas avoir de contre-seing ministériel, de retarder certaines réformes. Et ça complique, en tout cas pour le président de la République, l'exercice du pouvoir politique. C'est pour ça que les prochaines législatives sont un enjeu important pour Emmanuel Macron et que ça se transforme en troisième tour pour lui, parce que vous avez effectivement 3 blocs politiques en France, 2 du vote du bloc populaire qui est majoritaire aujourd'hui électoralement en France, donc le Rassemblement national et l'Union populaire de Jean-Luc Mélenchon, avec une possibilité d'union des gauches. Pour la droite de Le Pen, ça va être compliqué, mais une possibilité d'union des gauches qui permettra d'avoir plus de candidats. Et vous avez Emmanuel Macron, qui est un président de la République assez seul en réalité, parce que ce qui constitue sa majorité aujourd'hui
d'une part, c'est effrité, parce qu'une partie des députés de La République En Marche vont partir. D'autre part, il a des adversaires, en fait, qui sont ses alliés pour le moment. Édouard Philippe, Bayrou, etc. Et qui sont à la tête de, entre guillemets, groupes politiques qui ont une certaine autonomie. Donc, il doit, lui, arriver à capitaliser le fait que l'ancienne gauche et l'ancienne droite se sont effondrés, mais aussi fondus dans la nébuleuse qui l'entoure. Donc, c'est très, très compliqué. Ça va donner des campagnes très, très âpres. Mélenchon était très malin parce que tout de suite, il a créé, en fait, une seconde élection, pas présidentielle, mais l'élection du Premier ministre. Ça, c'est fait sans précédent. Mais ça montre aussi que désormais, en France, la démocratie est d'une âpreté extraordinaire parce que ça ne s'arrête jamais, quel que soit celui qui gagne ou pas. Didier, tout avant de donner la parole à Gilles Ferry, juste un mot du point de vue de la Guadeloupe, comment ça risque de se passer pour les législatives? Est-ce que les élus actuels à l'Assemblée nationale française risquent de payer les frais de cette politique macroniste? Les élus actuels, qu'ils soient du GUSR ou de la Fédération locale du Parti socialiste, vont être effectivement en difficulté pour la simple et bonne raison que le vote qui s'est exprimé, si les représailles à l'égard d'Emmanuel Macron, a quand même effectivement un aspect de vote sanction à l'égard de toute une classe politique par rapport aux problèmes qui ont été vécus. Maintenant, il n'en demeure pas moins que les élus, la plupart des élus ont quand même, ces dernières années, vraiment montré qu'ils avaient une capacité à rester ancrés dans le local et sur des problématiques locales. Oui. Donc, ils sont assez aguerris dans la pratique de la proximité, en réalité, et donc il va leur appartenir, chacun d'entre eux, de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Maintenant, ce qui va être très intéressant, c'est les nouvelles candidatures. Les candidatures Rassemblement national, qui n'a pratiquement pas d'élus en Guadeloupe. Les candidatures de la France Insoumise, qui a très peu d'élus en Guadeloupe. Et on va voir si la dynamique nationale présidentielle arrive finalement à créer une dynamique locale d'adhésion, cette fois-ci, pour un certain nombre de candidats. Personnellement, j'en doute, mais nous allons observer ça. Alors, je pose la question. Hier, Olivier Nicolas disait, je crois que c'était sous Guadeloupe Première, qu'ils sont prêts à rencontrer, entre guillemets, il a même dit les camarades de la France Insoumise. Alors, est-ce qu'au GUSR, vous êtes prêts à rencontrer d'autres partis politiques pour pouvoir faire une union, puisque visiblement la population le réclame, ou alors est-ce que le GUSR, dont vous êtes membre, restera dans son rail? Je n'ai pas pour le moment, le GUSR est en train de travailler sur le sujet. Donc, je n'ai pas aujourd'hui plus d'informations à communiquer, tout simplement parce que je ne les ai pas, et non pas parce que je ne veux pas les dévoiler. Pour autant, ce que je peux dire, parce que c'est le principe même du GUSR, c'est que ce n'a jamais été un parti qui a été retranché sur lui-même. Il a toujours fait preuve d'ouverture, dès lors qu'il s'agissait d'ailleurs d'être en solidarité, en tout cas de travailler dans l'intérêt de la population. Je pense que les 10 prochains jours, les 15 prochains jours seront importants pour toutes les forces politiques du territoire guadeloupéen. Et en tout cas, les 10 prochains jours nous diront ce qui se passera. Ça veut dire, Didier Détouche posait la question de prochaine candidature. Est-ce que ça vous intéresserait d'être candidate vous-même? Je pense que je l'ai dit depuis longtemps, que la candidature, en effet, pour des législatives serait une chose que je pourrais porter. Mais c'est vrai, comme l'a dit M. Détouche, il y a un combat. Alors, tout le monde parle aujourd'hui du 3e tour. Et c'est un peu normal parce que c'est la réforme même institutionnelle qui l'a voulu. Quand Jacques Chirac ne fait que septennat, quinquennat, c'est parce que bien après, ils ont voulu justement que les deux collent, législative et présidentielle. Rappelez-vous, en plus, c'est une chose inédite puisque Nicolas Sarkozy n'a pas réussi à rempiler sur un 2e mandat et François Hollande n'a même pas réussi à se représenter. Donc, sachez qu'aujourd'hui, l'histoire politique française est en train de s'écrire. Maintenant, c'est vrai qu'il faut aussi localiser les choses. Parler de législative, c'est parler aussi de mandat où il y a du suffrage qui est direct. C'est du suffrage universel direct. On va directement vers la population, donc c'est ancré localement. Donc, il va falloir aussi, au-delà de partir. D'ailleurs, moi, j'ai soutenu Emmanuel Macron parce que j'ai voulu dire à ma population, il faut aussi qu'on arrive à
ne pas penser uniquement à ce qui se passe par rapport au personnel soignant et aux autres. Je suis solidaire de ces personnes-là, je les vois régulièrement. Mais il faut arriver à aller sur tous les sujets, parce que c'est ça la Guadeloupe. C'est l'enfance, c'est le développement économique, c'est tout le monde. Et il faut analyser de manière très globale. Mais cela ne veut pas dire que je n'ai pas affirmé ma colère par rapport au rapport que nous avions. Et je pense que nous l'avons tous fait. Alors peut-être que ça n'a pas été suffisamment audible, mais aujourd'hui, nous le réaffirmons. En tout cas, moi, je le réaffirme. La colère est tout aussi intense. Et je l'ai dit quand je parlais à certaines personnes. Moi, les paroles d'amour, on me dit « je t'aime toute la journée », ça m'importe peu. Ce qu'il me faut, c'est un président qui me parle droit dans les yeux en me disant « très chère Madame Lino, je viens en Guadeloupe pour vous faire des actes d'amour ». Pour vous montrer les actes d'amour. Et c'est ça qu'il me faut. Alors ne croyez pas que c'est un blanc-seing ou un quitus. Moi, je suis quelqu'un d'assez libre, qui n'est pas forcément soumise, qui a une très bonne collaboration avec le président Losbar, avec le président Chalus, mais nous avons aussi des conditions des reins, qui sont celles de défendre la population. Maintenant, les législatives sont là. En effet, il va falloir parler de territoire, de péréquation. Moi, je suis dans ce territoire, c'est le Sud-Basse-Terre. Il est hors de question pour un candidat de parler de parti, de ne pas parler des difficultés du Sud-Basse-Terre que je connais. C'est ça, en fait, que je veux revendiquer. Au-delà du fait d'avoir soutenu quelqu'un ou une autre personne. Parce que le député, c'est celui qu'on voit tous les jours. Moi, j'habite les habitants. On me voit tous les jours. Monsieur Emmanuel Macron, on le voit de manière régulière. Il faut donc avoir des attaches. La communication institutionnelle, il faut la rétablir. Il faut un cabinet de l'outre-mer qui soit à l'écoute, qui vienne ici en Guadeloupe déjeuner avec nous. Un ministre des Outre-mer qui soit là, non pas pour nous donner des leçons, parce que nous n'avons de leçons à recevoir de personne, mais en tout cas leur parler, nous parler aux Guadeloupéens. Et à moi, parce que je suis aussi guadeloupéenne. Juste un petit mot avant de donner la parole à Didier. Récemment, M. Losbar, au convoi en ce moment, a promis qu'au mois de juin, il y aurait un congrès des élus pour voir, parce qu'il parle beaucoup de gouvernance, etc., en Guadeloupe. Vous êtes favorable à une avancée dans le statut de la Guadeloupe, au-delà même de votre candidature aux législatives? Assurément, M. Zandronis. Quel Guadeloupéen en responsabilité ou bien même qui s'intéresse à la vie politique, à l'avancée de la Guadeloupe, ne pourrait pas être en faveur, justement, d'un congrès pour faire avancer la situation de la Guadeloupe. La Martinique l'a fait, d'autres personnes l'ont fait, la Guyane, c'est en train de se faire. Nous aussi, en Guadeloupe, nous devons enclencher le pas. Moi, je n'ai que 33 ans, j'ai assisté peut-être à 2 congrès, les choses ont avancé. Il y a eu 17 déjà. Il y en a eu 17, malheureusement, je suis encore trop jeune pour avoir tout cela. Tout cela. Néanmoins, c'est une obligation. Et les personnes qui sont en responsabilité, en tout cas ceux que je connais, M. Losbar, M. Chalus, en parlent régulièrement. Mais il faut, plus qu'en parler, il faut trouver la méthodologie collective. Et M. Chalus, c'est celui, en tout cas, qui reçoit régulièrement. Alors, il faut aussi qu'on arrive à différencier le pouvoir local et le pouvoir national et justement rétablir les choses. Nous avons des présidents qui font avec leurs moyens. Et justement, ce congrès va permettre de donner plus de moyens à travers cette réforme, plus de moyens à la Guadeloupe. Et là, la population pourra de nouveau avoir cette impression de respirer, mais de manière plus optimale. C'est à suivre. Didier, un mot. Oui, alors, je voulais dire à travers ce que vient de dire Mme Linon, il y a des éléments à prendre en compte pour les législatives. Je le disais hier chez des confrères. Il y a un aspect qui est effectivement local, parce que c'est une personnalité bien ancrée dans la vie politique locale qui souvent émerge ou est choisie pour ce type d'élection. Mais il y a aussi un contexte national qui permet en fait de mieux protéger les intérêts guadeloupéens. Et ça, il ne faut pas l'oublier. On l'a vu lors des crises et autres, même si les propositions n'ont peut-être pas eu le succès ou l'efficacité qu'on attendait, mais on a quand même vu globalement une certaine unanimité au niveau des parlementaires guadeloupéens pour faire des propositions d'amendements, pour faire des propositions de loi, pour faire des enquêtes, notamment sur chlordécone ou autre. À côté de nous, on a vu le succès du député Letchimi quand il s'agissait de faire la proposition sous la loi sous l'indivision, qui a eu beaucoup de bienfaits pour la Guadeloupe. Donc il faut savoir, il faut que les citoyens sachent, encore plus qu'avant, que l'Assemblée nationale est un lieu où l'on peut défendre des intérêts guadeloupéens et où on peut faire des propositions
politiques qui peuvent peser et positivement pour faire avancer le pays. Maintenant, c'est vrai que ça demande une certaine forme de maîtrise technique, de dextérité et d'avoir une communication institutionnelle qui est autre. J'ai remarqué que les parlementaires avaient finalement, et je vous rejoins sur ce que vous avez dit pour le cabinet de l'Outre-mer, avaient finalement le bras peut-être plus long là-bas pour défendre un certain nombre de dossiers ou toucher un certain nombre de personnes. Donc ces élections législatives pour nous vont être extrêmement importantes dans le contexte, quand même il faut bien le dire, assez chaotique qui désormais a emprise sur la vie politique française. Bien, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Le débat va continuer au-delà. On va revenir à quelque chose de plus basique. Hier, c'était une opération de nettoyage à Pointe-à-Pitre. Didier Détouche connaît bien Pointe-à-Pitre cause de la part de son père lui-même. En toute façon, Pointe-à-Pitre, c'est vrai, t'es capable en point de suspension. Et le maire a décidé de mener une opération hier. C'est la deuxième en 2 ans. C'est parti. On regarde ce que ça a donné hier. Nous sommes en train de nettoyer devant notre porte. C'est ça l'image, c'est ça le symbole. À nettoyer devant Potard. Là, on a dit devant Potard Mounsal, commencez par nettoyer devant Potard. Et c'est ce message-là qu'on veut faire passer. Le message, il a un triple objectif. Il cible d'abord les citoyens, parce qu'en nettoyant, le citoyen prend possession de son territoire et après, il est soucieux de respecter l'intégrité de son territoire. Le citoyen qui a nettoyé n'accepte pas qu'on vienne salir. Et ce citoyen-là, il utilise l'application ULI pour dénoncer les actes d'incivilité, les gens qui viennent nuitamment et en grand jour déposer des déchets partout à Pointe-à-Pitre. Donc en nettoyant, on se dit, en pays, laissez moun vin salir. C'est une deuxième édition où des associations, mais aussi la ville de Pointe-à-Pitre a lancé un appel aux citoyens pointois pour qu'ils puissent, le temps d'une matinée, contribuer à rendre Pointe-à-Pitre belle. Et donc, je dis qu'au-delà de l'action communautaire, c'est une action citoyenne active auquel j'ai pris part ce matin avec les équipes de Cap Excellence où nous avons garanti des moyens logistiques à la ville de Pointe-à-Pitre pour lui permettre de réussir cette deuxième édition. Je crois que Pointe-à-Pitre, c'est une capitale, c'est une ville touristique qui doit avoir un visage accueillant. Je constate que la ville est bien plus propre que la première fois. C'est signe qu'il y a un travail qui est fait. Je constate que sur tous les quartiers, je suis passé à Bergevin, à la sortie sud-est, au centre-ville, et bien partout, il y a des associations, des citoyens qui se mobilisent. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience et le temps est avec nous parce qu'il n'a pas fait trop chaud. Et là, on est là avec les citoyens, avec les élus, avec la population, parce que c'est une belle initiative. Pointe-à-Pitre, c'est de nous toutes. Alors, ce matin, vers 6h30, j'étais à la place de la Victoire pour pouvoir aider les gens à nettoyer, laisser la pointe plus belle. Alors, je suis toujours depuis le début avec M. Dourimel parce que c'est un maire que j'apprécie beaucoup. Je suis volontaire à l'heure qu'il veut pour qu'il en fasse les actions, il n'y a pas de souci. On s'est dit une année, c'est pour qu'on voit bien qu'on n'abuse pas. Les gens qui disent « pas travailler en nous, c'est travailler à les employés, nous ne pas payer impôts ». C'est pour leur dire « oui, le personnel communal doit faire son travail ». Mais la ville, on joue. Aujourd'hui, là, c'est jouer à la ville. Nous avons dit, c'est The Green Citizen Day, le jour du citoyen vert. Un jour dans l'année, je travaille pour ma ville. C'est ce message-là. Ça peut forcer nous 365 jours dans l'année. Sous la pointe, ça ne pas l'année? Eh non, la pointe. Et nous, tout le dit, nous, mais la pointe, c'est à nous toutes. Eh bien, nous avons l'amour. Big love pour Pointe-à-Pitre aujourd'hui. Bidim! Voilà, il est déjà exactement 13h29. On prend la deuxième pause et on se retrouve tout à l'heure avec M. Maurice Espian, avec qui on va parler de Ringover. C'est une start-up. À tout de suite. Voilà, nous sommes revenus sur le plateau du ZCL News et nous allons recevoir dans un instant Maurice Espian. Bonjour. Vous êtes responsable de vente directe d'Hommes et Amérique de Ringover. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, qu'est-ce que c'est en 2 mots Ringover? Ringover, c'est une solution de téléphonie d'entreprise super avancée. Je vais en parler. On en parle dans un instant. On revient à l'actualité. L'actualité, c'est Cap Excellence, réunion publique sous le relogement. C'est très important. Olivier Moradel s'est rendu sur place. Et
et à discuter en vue ce que propose Cap Excellence, puisque je vous rappelle quand même que à cause de la transition climatique, on parle dans des années qui viennent, peut-être dans 10-15 ans, peut-être que la mer risque de remonter, reprendre 6 places à Pointe-à-Pitre et dans la région. Et pour ça, la question du relogement va se poser. Mais ce n'est pas encore ce problème-là qu'il y a avec Cap Excellence. Celui Moadel, je vous l'ai dit, sur place, on regarde un peu. La rencontre qu'on fait ce soir, c'est dans un premier temps pour informer la population, puisque c'est elle-même qui est principalement concernée, comme vous pouvez le constater. Ils sont venus en grand nombre parce qu'ils doivent savoir un petit peu quelles sont les étapes du relogement, comment elles seront accompagnées. C'est d'ailleurs pour ça que l'ensemble des partenaires sont assis avec nous, de manière à ce qu'ils puissent être rassurés, parce que l'objectif est lequel? C'est sécuriser les familles qui, depuis un certain nombre d'années, habitent dans des immeubles qui aujourd'hui sont vieillissants. Et pour pouvoir justement les protéger, parce qu'on n'est pas à l'abri des problèmes climatiques, on n'est pas à l'abri non plus des problèmes sismiques. Donc du coup, l'objectif qui est porté par le président Éric Jalton, mais par l'ensemble des élus communautaires, c'est d'accompagner ces familles dans un parcours résidentiel favorable. Ça fait depuis 1981 que j'ai eu mon logement à la SIG ici à Grand-Camp. Je me trouve dans un endroit où je suis déjà habitué avec, mais quand même ça, c'est comme c'est des immeubles qui sont déjà fatigués, il faut qu'ils démolissent. Quand vous avez résidé pendant plus de 40 ans quelque part, c'est un peu mon cas parce que je suis sur Grand-Camp, vous avez toujours cette appréhension de vous dire je serai livré à quoi. Mais il faut savoir une chose, il y a aussi des gens qui ont envie de partir. Je désirais déjà avoir autre chose que rester dans un appartement. Donc ça ne me gêne pas d'avoir à partir maintenant, parce que c'était dans mes projets déjà. Moi, je n'ai pas envie de quitter Grand-Camp. Il y a quelque chose, il y a une nostalgie qui m'empêche de dire au revoir à Grand-Camp. Lorsqu'on fait de la rénovation urbaine, lorsqu'on fait du relogement, les bailleurs qui sont principalement impliqués dans cette opération ont des propositions aussi. Donc c'est d'ailleurs pour ça que par le passé, nous avons eu à faire des bus relogement, de manière à ce que les familles puissent se projeter, voir qu'elles peuvent être aussi bien sur le territoire de la ville des Abbayes, mais pour ceux et celles aussi qui envisagent d'aller ailleurs, qu'elles ont la possibilité d'avoir des propositions qui émanent des bailleurs. Donc c'est vrai qu'il y a une grande majorité qui souhaitait rester parce que Grand-Camp est proche de toute commodité. Mais il est quand même important qu'on puisse leur faire savoir qu'il n'y a pas que Grand-Camp, ils peuvent y avoir Grand-Camp, ils peuvent avoir aussi accès à des parcs anciens comme aussi du parc nouveau. Mais en fait, permettre qu'ils aient une vision globale et voir comment ils peuvent se projeter ou limite se positionner. Alors, les médecins parlent beaucoup justement du fait que beaucoup de Guadeloupéens de plus en plus délaissent la marche, délaissent le sport et dans ce cas-là ont des difficultés dans leur vie quotidienne. Et justement, dans certaines communes, je parle dans la région de Basse-Terre par exemple, on encourage les Guadeloupéens à pratiquer du sport en toute convivialité. Et c'est le cas dans la commune de Saint-Claude. Yannick Valverde s'est rendu sur place, voir un peu comment ça se passait. Et j'encourage même les Guadeloupéens aujourd'hui pour lutter contre l'obésité, contre le fait qu'on passe du temps devant son poste de télévision, devant son ordinateur. Mais de temps en temps, il marche petit boin, il fait un petit souhait quand il va dire. On regarde le reportage de Yannick Valverde. L'occasion, c'est la marche sportive, la première édition, on va dire post-Covid, retour à la vie. Et la ville, avec ses commissions, a décidé d'organiser la première édition d'une marche sportive, se retrouver, marcher, faire du sport, retrouver un peu sa santé. Et nous sommes au quartier du Charmois. On va aussi entre la Diotte et du Charmois. Après, nous aurons une grosse zumba sur notre boulodrome. Je trouve que c'est une très belle initiative. Pour une fois que Saint-Claude organise un événement, je me devais d'être ici. Et je trouve que pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire du sport, alors c'est une belle occasion pour eux. Jusqu'à présent, un sans faute. Génial. Ça a été formidable. En plus, il y a la présence du maire qui est essentielle et qui est là en plus. Vraiment, moi je trouve ça vraiment génial. Et tout le monde est content, tout le monde est heureux. Je trouve que c'est une très bonne idée. Nous sommes réunis ce soir dans le cadre de notre politique sportive. Donc ici, comme vous le voyez, c'est le deuxième point de notre manifestation, puisque bien avant, nous avions la marche sportive
donc dans le quartier de Ducharma. Et là, pour aller bien plus en puissance, pour finir cette soirée sportive, nous avons proposé à la population une Zumba avec Monsieur Steve Ségor qui n'est plus à présenter et qui fait bien bouger les personnes puisque ça fait déjà 2 ans que nous attendons de sortir de cette pandémie. C'est bien la Zumba parce que ça va permettre que les gens se défoulent un petit peu. Parce que par rapport à tout le confinement et tout ce qui s'est passé, ça permet que les gens se défoulent un petit peu pour être mis dans leur peau en fin de compte. Et de pouvoir enfin se rassembler. Et cette manifestation permet vraiment de créer un vrai lien social. Les personnes sont vraiment contentes de pouvoir enfin faire du sport en plein air. Et ça participe vraiment au bien-être, à la mise en forme de tout un chacun. Oui, alors, avec la Zumba, on fait du sport et avec le zouk, alors. Tu peux faire un petit zouk en sport aussi. Il faudra que le maire de Saint-Claude pense un jour à faire grimper sur les pentes de la Soufrière, voir un peu si les marcheurs vont suivre. Bon, on revient à des choses plus sérieuses, puisque je vous l'ai dit, on reçoit Boris Espian, qui est responsable des ventes directes pour notre région et pour l'Amérique, les États-Unis, de Ringover. Alors, présentez-nous un petit peu Ringover et bonjour et merci d'être là. Bonjour Danick, merci de me recevoir. Ringover, c'est une start-up française qui est à la fois éditeur de logiciels et opérateur et qui fabrique une solution qui permet de booster la relation client pour les entreprises. Alors, booster la relation client, ça veut dire une téléphonie d'entreprise avancée, 100% dématérialisée, qui va permettre aux entreprises de gérer de façon optimale les flux entrants d'appels, donc toutes les personnes qui cherchent à les joindre, le dispatch des appels, quels messages on transmet aux gens qui appellent, etc. Tous les appels sortants pour les gens qui font de la prospection, par exemple, et qui va fournir aux dirigeants d'entreprise énormément de statistiques pour comprendre leur activité, mesurer et prendre des décisions basées sur des données plutôt qu'au pif. Donc, en 2 mots, complètement dématérialisé, des statistiques dans tous les sens et une solution qui permet vraiment de se pencher vers l'avenir en termes de flexibilité. Alors concrètement, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que je suis chef d'une petite entreprise, d'une TPE, je reçois des appels téléphoniques, mais comme je suis en train de scier du bois ou bien réparer un véhicule, etc., ou un frigo ou un climatiseur, je n'entends pas tous les appels. Qu'est-ce que Ringover peut m'aider à faire? Ringover va vous permettre, quand vous êtes une petite entreprise, de décider de la façon dont vous allez gérer vos appels entrants. Si vous êtes occupé entre 7h et 10h, comme beaucoup de nos artisans, on va décider qu'entre 7h et 10h, mes appels, ils partent sur boîte vocale. Je ne veux pas être dérangé. À partir de 10h, je vais les décrocher. Je vais recevoir des messages, je vais pouvoir rappeler les gens, etc., etc. Ou alors, je vais renvoyer tous mes appels vers une société externe, peut-être, qui va prendre les appels pour moi, gérer la prise de rendez-vous, etc. Dans tous les cas, moi, en tant que petit entrepreneur, au bout de quelques temps, j'aurai des statistiques, je saurai que entre telle heure et telle heure, je reçois beaucoup d'appels. Donc, peut-être qu'il faut que je m'organise parce que les gens qui cherchent à me joindre, c'est des prospects. Si je ne réponds pas, ils vont appeler Ce sont des clients qu'on perd. Ils vont appeler le concurrent. Oui. Plus j'ai d'informations et plus je peux organiser mon activité. Alors ça, c'est pour les petites entreprises. Et vous imaginez bien que plus on est une grosse entreprise et plus on a des volumes d'appels importants, et plus on a des gains à espérer sur une solution aussi flexible. Alors ça signifie avec Ringover qu'on n'a plus besoin de standards? Ah, très bonne question. C'est pas qu'on n'a plus besoin de standard, c'est que Ringover intègre un standard. Et ce qui est génial avec notre standard, c'est que y a une capture d'écran là qui passe, c'est que on a un studio vocal intégré. Donc moi, quand je veux faire mon standard, j'écris mon texte, je choisis une voix, donc j'ai un choix de je ne sais combien de voix. Ouais. J'intègre ma musique, j'appuie sur un bouton, j'ai mon standard. Donc ça veut dire quand je dois le changer parce que ma rue est barrée, parce qu'on a des barrages ou qu'on est confiné, ce que je ne souhaite plus, etc. Pas me dire ça faux. Hein. Pas dire ça faux. On va pouvoir modifier les informations en fonction de notre actualité et éviter que nos clients se retrouvent sur le parking sans information alors qu'on était fermé et qu'on n'a pas pu le dire en fait. Oui. Donc je gère mon standard téléphonique, je gère mes menus vocaux, etc. à la volée et mes clients sont toujours informés de mon actualité, etc. Bien, alors, le client du Ringover,
il achète l'application et puis il la gère, ou c'est vous qui l'aidez à mettre la mise en place? Comment ça s'organise? La particularité, alors, je reprends. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, la téléphonie pour les entreprises, c'était super compliqué. Il fallait faire appel à un opérateur ou à un spécialiste qui devait installer des choses, etc. Chez nous, en quelques minutes, vous, en tant que dirigeant d'entreprise, même si vous n'avez pas de compétences sur la téléphonie, vous allez prendre en charge le produit, parce que c'est un produit qui est très simple. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un mode de vente indirect où on a des partenaires qui sont formés en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane pour accompagner les clients et les aider eux-mêmes à se former. Et l'objectif d'un produit comme ça, c'est que nos clients prennent en main leur outil téléphonique rapidement pour qu'ils puissent le gérer, etc. Donc, quand ils ont besoin, on est là. Mais nous, ce qu'on espère, c'est que ça débrouille tout seul. Ah ben, complètement. Et l'autre particularité, c'est une fois que c'est installé, les statistiques sortent. Comment ça se passe? Moi, disons qu'en tant que chef d'entreprise, je devrais recevoir 50 appels par jour, mais que je n'ai pas pu gérer. Est-ce que je retrouve la totalité de ces appels avec le timing, la durée, etc., les numéros de téléphone qui sont enregistrés, y compris les messages? Comment ça se passe? Tout à fait. Alors, il y a plusieurs niveaux de la réponse. Oui. Je vais essayer d'être précis. D'abord, en tant que dirigeant d'entreprise ou de superviseur d'une activité, d'une équipe, on a en temps réel une vue sur l'activité, sur la capture d'écran qu'on a là. On a le pourcentage d'appels décrochés, le temps moyen d'attente, le temps au bout duquel les gens raccrochent. Et comme on ne veut pas qu'ils raccrochent, si on se rend compte qu'au bout d'un certain temps, ils raccrochent, il va falloir qu'on réorganise notre système pour décrocher avant, etc. Donc, on a toutes des informations en temps réel. Et ensuite, on va avoir des listings d'appels avec les appels manqués qu'il va falloir retraiter derrière. Une fois que vous les aurez traités, le système va vous les faire apparaître comme retraités, etc., etc. Donc, si vous êtes indépendant et que vous utilisez un Ringover, par exemple, lorsque vous allez vous connecter, vous aurez toute la liste de vos appels manqués, vous pourrez les rappeler l'un après l'autre, etc. D'accord. Et si les gens qui nous regardent sont intéressés, ils font quoi? Comment ils vous contactent? Soient intéressés. Oui, non, mais alors, j'imagine qu'ils vous téléphonent et que vous êtes vous-même sur Ringover en ce moment. Exactement. Non seulement je suis sur Ringover, mais j'ai un numéro de téléphone en 0590 pour travailler ici. J'ai un 596 pour appeler en Martinique. Ils croient que je suis là-bas. Ouais. J'ai un +1 quand j'appelle aux États-Unis, parce qu'ils croient que je suis là-bas. Et j'ai aussi un numéro de portable pour recevoir et envoyer des SMS. Ça fait 3 numéros que ça fait 4. Et que 4 numéros que Ringover gère pour vous, ou bien que vous gérez que je gère moi-même et tous les appels arrivent sur ces mêmes numéros. Oui. Ça m'aide pas vraiment sur les appels entrants, mais ça m'aide sur les appels sortants. Quand j'appelle en Martinique, j'aime bien présenter un indicatif de Martinique. Ça augmente mes chances que ça réponde. Et c'est un petit clin d'œil pour les dirigeants d'entreprises d'ici qui cherchent à peut-être se déployer au national ou sur la Martinique, la Guyane. Avec Ringover, vous allez pouvoir intégrer très facilement un numéro d'une autre région pour tester le marché, commencer à générer du revenu avant d'aller chercher des locaux et d'engager des grosses dépenses, etc. Ça signifie, M. Espien, qu'il suffit de vous contacter. Alors, sur lequel des numéros? Sur le 590 ou le 06? Sur tous mes numéros. Je vais donner ma ligne d'ici, 05 90 69 61 66. 69 61 66. Voilà. Je suis très actif sur les réseaux professionnels comme LinkedIn. Et puis mon adresse email, donc boris.espian avec un d @ringover.com. Bien, c'est noté, Boris. Et puis on rappelle le numéro 0590 69 61 66. Et donc, si vous êtes intéressé par Ringover, ça a l'air de dire quelque chose d'assez particulier, assez pertinent, surtout pour les petites entreprises. Mais en fait, et c'est la dernière question, avec Ringover, une petite entreprise peut paraître comme une grande. Avec Ringover, une petite entreprise peut paraître comme une grande. Je finis juste sur un exemple, parce que j'ai un de mes clients qui a fonctionné comme ça. Il a démarré son entreprise tout seul, avec un super menu vocal, tapez 1 pour le service commercial, tapez 2 pour le support technique, etc. Il était tout seul. Et 3 indicatifs, donc il avait des numéros en Guadeloupe, Martinique, Guyane, etc. Et il recevait tous les appels. Il était seul à prendre les appels derrière.
Et au fur et à mesure, son entreprise a grandi pour près de 10 collaborateurs maintenant. Et les appels sont dispatchés. Il a remis les gens dans les bons services, en fait, tout simplement. Eh bien, on a pris note, Boris. Merci en tout cas d'être venu. Merci beaucoup. À Il est bientôt. 13h51. On a le temps d'écouter M. Calix, qu'on a reçu tout à l'heure, puisqu'il ne pouvait pas être en direct avec nous. Et on revient un petit peu sur son analyse des élections présidentielles françaises. C'est tout de suite. Alors bien sûr, nous sommes avec aussi Georges Calix, qui est observateur attentif de la vie politique guadeloupéenne depuis des années. C'est aussi un politologue. Georges Calix, bonjour et merci d'être avec nous. Alors ce vote, d'une certaine manière, entre guillemets, il est historique. Bonjour aux auditeurs de Canal 10. Il est historique pour deux raisons. D'abord par l'importance réalisée par le Rassemblement national. C'est la première fois où en Outre-mer, en tout cas parmi l'ensemble des territoires d'Outre-mer, où il fait un tel score. Et il est également historique dans la mesure où l'électorat qui a voulu manifester un certain mécontentement, eh bien, n'a pas hésité à le faire au niveau des extrêmes. Premier tour, l'extrême gauche, et deuxième tour, l'extrême droite. Ce qui montre qu'actuellement, ce n'est pas un vote ni d'adhésion, ni un vote utile. C'est vraiment un vote stratégique par lequel l'électorat a voulu manifester un mécontentement, et quel que soit celui qui était face au président de la République, dès lors que la population désapprouvait la politique gouvernementale qu'il a menée, quel que soit celui ou celle qui serait en face de lui, de toute façon, les Guadeloupéens, en tout cas l'électorat guadeloupéen, l'auraient plébiscité, mais non pas parce qu'il adhère, ni parce qu'il vote utile, mais parce qu'il considère qu'il faut à un moment donné sur le plan stratégique, et c'est la raison pour laquelle je parle de vote stratégique, il faut à un moment donné trouver les ressources qui permettent de pouvoir manifester une désapprobation, et la seule ressource que permet le suffrage démocratique, eh bien, c'est de porter ses voix sur un acteur qui n'est pas celui dont on voudrait critiquer le bilan. Et c'est comme ça que Marine Le Pen a tout simplement profité de la dynamique de contestation. Mais alors quand même, j'ai envie de vous poser la question, il n'y a quand même pas une antinomie entre le fait que la population guadeloupéenne, d'une manière générale, elle est afro-descendante, et les conceptions du Front National, du Rassemblement National, sont contraires même à notre histoire, à notre vécu quotidien. Il y a trois réponses à votre question. La première, le Rassemblement National s'est fondu dans la vie politique française, dans l'échiquier politique, et par conséquent, les thèses qu'il pouvait défendre au nom d'un nationalisme exacerbé, au nom d'un souverainisme qui s'appuyait sur les valeurs judéo-chrétiennes de l'Europe, au nom d'un certain nombre de paramètres liés au fait qu'il préférait ce qu'on appelle la préférence nationale, ces éléments se sont fondus dans le débat national. Donc le Rassemblement national est dédiabolisé, il ne fait plus peur. Et il ne fait tellement pas peur, c'est que les Outre-mer, et je rejoins votre question, qui auraient pu s'inquiéter, sont justement ceux qui votent le plus pour le Rassemblement national. Maintenant, il faut aussi comprendre pourquoi. Deuxième élément, il y a une situation, problème d'insécurité, problème de santé, problème lié à la vie chère, problème lié à l'application des lois qui ne correspondent pas à la réalité locale. La conjonction de ces éléments dont l'État a la charge, ça fait partie des missions régaliennes de l'État, associé avec une gestion souvent chaotique des compétences décentralisées, font que l'électorat spontanément va chercher un moyen d'exprimer son mécontentement. Jean-Luc Mélenchon dans un premier temps, Marine Le Pen, ça n'y pose pas problème. Ce n'est pas Marine Le Pen qui intéresse l'électorat guadeloupéen. L'électorat guadeloupéen n'adhère pas aux thèses de Marine Le Pen. D'ailleurs, regardez bien... Il n'y a pas un socle quand même le péniste en Guadeloupe? Alors, s'il y a un socle le péniste, c'est peut-être un socle que l'on identifie très clairement, en tout cas à la Désirade, dans la mesure où ça a toujours été la commune de la Guadeloupe, et j'ai vérifié les 4 dernières élections, où il y a toujours eu une base du Rassemblement national. Mais pour revenir, si vous voulez, à la question, ça ne pose aucun problème aux Guadeloupéens, parce que ce n'est pas Marine Le Pen
ni les thèses du Rassemblement national qui les intéressent, c'est de pouvoir faire incarner la contestation à travers quelqu'un. Il y aurait eu quelqu'un d'autre contre Emmanuel Macron que les Guadeloupéens, effectivement, se seraient appuyés. Enfin, je voudrais dire que le Rassemblement national a quand même fait, par rapport à l'outre-mer, des concessions que les autres partis traditionnels ne l'ont pas fait. Ils ont placé en 12e position une députée. Entre-temps, les choses ont mal tourné. Écoutez, on n'y peut rien. Mais ils ont été quand même ceux qui ont placé une ultramarine en position, de toute façon, d'être élue députée européenne. Donc voilà un parti qui a été dédiabolisé. Et ne croyez pas que les Guadeloupéens adhèrent aux thèses du Front National, du Rassemblement National. C'est pas le Front National. Le Rassemblement National, c'est le Front National plus euphémisé, si on peut parler de la sorte. Non, en réalité, c'est la seule possibilité, la seule ressource dont ils disposaient pour pouvoir manifester leur mécontentement. Alors, avant de parler de la question des législatives, il faut quand même revenir sur le rôle des élus du GUSR qui a tenté de faire campagne, je dis bien qui a tenté de faire campagne, et du message diffusé par Harry Chalus, on l'a vu sur les réseaux. Pourquoi nos élus n'ont-ils pas été entendus? D'abord, parce que la population, par rapport à l'audition des élus, fait preuve de quelques surdité. Rappelez-vous les élections législatives régionales de 2021. Et même les sondages. Seuls 34 Guadeloupéens sur 100 se sont rendus aux urnes. Aucun des conseillers départementaux n'a été élu parce qu'il n'y a eu pas les 25% des inscrits. Donc, c'est déjà alors que nous sommes en présence d'une élection locale, c'est déjà une preuve de distance par rapport aux élus. Maintenant, en poussant plus loin l'analyse, Harry Chalus, qui est le président de Région de France le mieux élu, 72,5%, fait 77 475 voix. Marine Le Pen fait plus de 92 000 voix à la Guadeloupe. Ça veut donc dire que nous sommes dans une situation où, pour pouvoir exprimer son mécontentement, l'électorat n'hésite pas, par rapport aux élus locaux, à rester chez lui, à aller voter davantage au niveau des présidentielles, puisque c'est 34% au niveau des régionales, au niveau des présidentielles, c'est 48%, 14 points de plus au niveau des présidentielles. Et non seulement 14 points de plus, qui c'est qui fait un score historique? Reste encore le Rassemblement national. Ça veut donc dire qu'il y a vraiment un certain nombre de questions que les élus devront se poser. Et leur positionnement peut s'expliquer, me semble-t-il, par les derniers événements avec le collectif. Le collectif a quand même eu des propos très sévères et très impératifs, voire même des colibés vis-à-vis des élus, dont ils ont refusé, en tout cas, il y a eu des difficultés à engager le dialogue. Qu'est-ce qu'il reste aux élus à l'heure actuelle comme perspective? Eh bien, c'est de se retourner vers l'État pour deux raisons. Parce que beaucoup de problématiques ne peuvent être résolues en raison des compétences qui sont grandes encore, celles de l'État, ne peuvent être résolues sans l'intervention de l'État. Deuxièmement, le seul interlocuteur qu'ils ont, ça reste l'État. Ils ont, comme vous et moi, lu les sondages. Ils savaient qu'Emmanuel Macron avait une probabilité d'être au deuxième tour, voire d'être élu président de la République. Il aurait été plus facile de dire « nous soutenons le président sortant », parce que localement, chez notre propre électorat, notre propre territoire, il y a une logique de méfiance, voire de défiance, et que par conséquent, il n'y a que sur l'État que nous pouvons nous appuyer pour pouvoir demain, en cas de difficulté, avoir un interlocuteur et engager le dialogue. Alors, ce sera la dernière question. Est-ce que ce qu'on appelle entre guillemets le troisième tour, mais en fait, il n'y a pas un troisième tour pour les présidentielles, ce qu'on appelle les troisième tours, mais les législatives, ces élections présidentielles et les résultats auront des conséquences, j'ai envie de dire, négatives sur l'électorat et sur les futurs députés qui vont se présenter à l'élection législative 12 et 19 juin? Votre question trouve réponse à deux niveaux. Le premier est le fait que les législatives se situent après les présidentielles,
avec l'idée, en tout cas du constituant, qu'il faut d'une majorité à l'Assemblée pour qu'un président de la République puisse faire passer ces éléments de programme. S'il ne les fait pas passer dans la loi, il ne passe pas. Donc, premier élément, comment l'électorat réagira par rapport justement au fait que les députés, et 3 des 4 députés sortants, ont affirmé et ont travaillé dans la majorité d'Emmanuel Macron. Maintenant, rappelez-vous comment l'électorat guadeloupéen réagit. Il est très critique. Mais lorsqu'il s'agit de voter, il y aura une difficulté à pouvoir voter pour des gens qu'il ne connaît pas. Oui. Et donc, si le Rassemblement national ou la France insoumise fait des propositions, il y aura certainement un regard de l'électorat et ceux qui arrivent devront en tout cas faire leurs preuves et convaincre. Enfin, je termine par là. Je voudrais rappeler que concernant l'outre-mer et le regard que le président de la République a toujours eu, il a toujours dit « Moi, je suis pour une émancipation de l'outre-mer ». Quand il verra que les 2 territoires ultramarins les plus autonomes, la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, sont ceux qui l'ont plébiscité, ça ne va faire que le conforter dans l'idée qu'il faut donner plus d'autonomie aux Outre-mer. Et je vous dis que l'une des premières dispositions qu'il risque de prendre une fois qu'il sera installé en ayant la majorité, ce sera de renforcer l'autonomie ultramarine, en tout cas en ce qui concerne les DROM, les départements régions d'Outre-mer. C'est à suivre. Merci en tout cas de votre analyse, Monsieur Calix, et on suivra avec intérêt ce que vous venez de dire. Et nous continuons notre émission. À tout de suite. Alors, juste pour dire le proverbe du jour, parce qu'il ne faut pas nous oublier pour Olivier. Alors voilà, le proverbe du jour, tout bobo tini longan. Effectivement, la Guadeloupe, nous un gros bobo, mais il faut nous trouver longan pour lui. Il y a une solution à chaque problème, ne jamais sombrer dans le découragement. Une issue est toujours possible. Proverbe du jour, pas oublier, tout bobo, tignon longan, pas ça si tout longan, tignon bobo. Bref, je rappelle qu'on a reçu donc un début de ce ZCL, un petit échange entre Didier Détouche, Jennifer Linon et Eric Oriolan de Sentinelle Guadeloupe. Jennifer Linon est conseillère régionale et elle a annoncé qu'elle se présente aux législatives à venir. Georges Calix, politologue, on vient de l'entendre, a donné son analyse sur les élections présidentielles françaises. Et puis, on a conclu avec Boris Espian, qui est le responsable de Ringover. Il a expliqué comment, avec cette application téléphonique, eh bien, même une petite entreprise peut paraître plus grande, en tout cas, peut permettre de répondre à toutes les demandes. Sinon, l'actualité, ça a été le micro-trottoir sur la réélection de Macron. On a vu que les gens ne sont pas particulièrement satisfaits du résultat qui a eu en France. On a parlé de cette opération de nettoyage, rendre la pointe plus belle, on met la pointe belle, est-ce qu'elle est belle? Les gens qui viendront aujourd'hui sauront. Et il faudra, je le disais, un geste citoyen, de manière à ce que les gens qui sont en Pointe-à-Pitre aussi prennent l'habitude d'être plus conséquents avec eux-mêmes. Et puis, réunion publique sur le relogement, Olivier Moradel est sur place, puisqu'il y a des Guadeloupéens, des Pointois et des Abimiens qui vont peut-être devoir changer d'habitation dans les temps qui viennent. Et puis, on a fait un petit tour du côté de Saint-Claude, pas sur les pentes de la Soufrière, mais nous voici, on a dansé Zumba et café, sport en même temps. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation a été assurée par Yann. On se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle édition du ZCL. Bon appétit si vous êtes encore à table.